Bonjour à tous, je m'appelle Yves Grégoire, je travaille au CSTC et lors de ce webinaire, je vais vous présenter les lignes directrices principales de l'exécution des ETICS avec revêtement dur. Alors, qu'entend-on par ETICS? Les ETICS, ce sont des systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur, composites car le parachèvement est adhérent à l'isolant sans qu'il n'y ait une couche d'air, ventilée ou pas, à l'arrière du revêtement. Donc le système est appliqué sur tout type de support et est composé par des moyens de fixation, donc une colle, des fixations mécaniques à rosace, de panneaux rigides d'isolation thermique, éventuellement d'un enduit de base renforcé par un treillis d'armature en fibre de verre, d'une couche de colle à carrelage ou colle à revêtement dur, le revêtement dur à proprement parler, ainsi que d'un jointoiement. Alors ce sont des systèmes fermés. Donc on ne peut utiliser que les composants décrits par le fabricant. Il n'est pas question de mélanger des composants issus d'un fabricant A et d'un fabricant B. Le fabricant évalue l'entièreté de son système. On va distinguer les systèmes avec enduit de base. Dans ce cas, ce dernier assure l'étanchéité à la pluie. Et les systèmes sans enduit de base, dans ce cas, c'est la couche d'isolation qui va assurer l'étanchéité à la pluie. Alors, parmi les revêtements durs, on distingue les plaquettes en terre cuite, les carreaux céramiques et les pierres agglomérées ou naturelles. Concernant la colle, il s'agit en général de mortier-colle. Nous recommandons l'usage d'une colle améliorée C2 avec des caractéristiques de déformabilité S1 ou S2. Le jointoiement est constitué d'un mortier adapté soit à l'aspect maçonnerie, soit à l'aspect carrelage. Notons que l'exécution est différente. Alors l'éventuel enduit de base, il s'agit généralement d'un enduit minéral renforcé par une armature en fibre de verre. Au niveau des panneaux d'isolation, sont couverts actuellement par des agréments techniques, l'EPS, donc le polystyrène expansé traditionnel, à condition qu'il soit traité d'un enduit de base renforcé. Le polystyrène haute densité, donc EPS HD, et le XPS, polystyrène extrudé. Pour ces deux derniers, il existe des systèmes sans enduit de base renforcé. Au niveau des moyens de fixation, il y a la colle et les fixations mécaniques à rosace. Alors le système va se compléter de différents accessoires indispensables comme des profilés de départ, des profilés d'angle, des profilés pour joints de mouvement, ainsi que des mastiques d'étanchéité de façade pour assurer des joints souples au raccord. Alors le raccord général du système à un ouvrage ou à une partie du bâtiment est illustré sur le schéma ici. Entre l'élément de façade ou l'ouvrage et le panneau d'isolation, on va appliquer une bande d'étanchéité compressible. Un exemple de rouleau d'une telle bande est illustré sur la photo ici. Il faut absolument que cette bande soit relativement bien comprimée afin qu'elle assure son rôle d'étanchéité à la pluie. Ensuite, entre la finition et l'élément de façade, on appliquera un cordon élastique de mastic approprié, plus le fond de joint. Notons que l'entretien de ce mastic est crucial pour assurer la pérennité de l'ouvrage. L'entrepreneur va devoir contrôler et préparer son support. Alors, quelles sont les exigences qui sont posées concernant le support? Mais tout d'abord, il doit être exempt d'une humidité anormale. Qu'est-ce qu'une humidité anormale? Comme l'illustre la figure, c'est par exemple un rejet d'eau déficient d'une toiture plate. Le support doit être stable, c'est-à-dire que mécaniquement, il doit être résistant et il doit être âgé d'environ 3 mois afin qu'une grande partie du retrait et du fluage ait pu avoir lieu. Le support doit être propre et cohésif. Il doit être exempt de matière ou de résidus de peinture ou d'efflorescence qui pourraient réduire la bonne adhérence du système au mur. Le support doit respecter des tolérances normatives, notamment en termes de planéité et d'aplomb,
Il doit être compatible avec le système. Et pour les constructions en bois, on devra respecter un taux d'humidité maximal de l'ordre d'environ 18%. Quels sont les moyens de fixation du système au support? Il y a d'abord l'encollage. On devra encoller, et c'est très important, minimum 60% de la surface. On a différentes techniques d'encollage des panneaux d'isolation. D'abord le collage en plein, adapté pour des supports relativement plans, en tout cas qui respectent les critères normatifs. Donc il s'agit d'appliquer la colle avec un peigne adapté, généralement avec des dents de 15 mm sur la surface du pose du panneau d'isolation. Ensuite, la technique du collage partiel. Donc là, systématiquement, il faut absolument une bande de colle sur la périphérie de la surface de pose du panneau d'isolation. Et alors à l'intérieur, soit on applique des plots de collage, soit des bandes de collage. Et ce qui est très important à retenir, c'est que l'encollage doit être de minimum 60% de la surface. Alors l'encollage est complété par des fixations mécaniques, par le biais de chevilles à rosace. Pour les systèmes sans enduit de base, la rosace sera à fleur du panneau d'isolation. Et pour les systèmes avec enduit de base, la rosace est généralement placée par-dessus le treillis d'armature, incorporé dans l'enduit de base frais. Il y a différents points d'attention à respecter lors de la pose de l'isolation. On doit d'abord obtenir une surface plane, donc éviter les désaffleurements qui pourraient être source de fissuration. On doit poser les panneaux d'isolation à joints alternés. On doit les poser le plus ajustément possible. On ne prévoit pas de joint là où il y a une transition entre différents matériaux, entre une maçonnerie de terre cuite et des linteaux en béton par exemple. On prévoira un arpage dans les angles, comme illustré sur la figure en haut à droite. Et alors, il n'y aura pas de joint dans les zones de concentration de contrainte. Et là, c'est très important. Comme l'illustre la figure, on voit que dans les angles d'une ouverture, on aura un panneau découpé en une pièce qui viendra finalement ponter l'angle de l'ouverture, alors qu'il est déconseillé de prévoir des joints qui partent, comme vous le voyez sur la figure de droite, à partir d'un angle d'une ouverture. Autre point d'attention, on posera à la jonction entre l'isolant et un ouvrage comme une menuiserie une bande d'étanchéité qu'il faut poser bien comprimée. Alors lorsqu'on n'aura pas pu poser les panneaux d'isolation d'une manière suffisamment ajustée, donc lorsqu'il y aura des ouvertures entre panneaux d'isolation, on prévoira de combler ces ouvertures, soit avec des morceaux du panneau d'isolation, soit avec de la mousse polyuréthane pour des joints d'ouverture inférieurs à 5 mm. Pour les isolants qui le permettent, comme le polystyrène expansé par exemple, on pourra poncer les inégalités afin d'obtenir une surface sans désaffleurement et sans inégalité. On peut ensuite procéder à la mise en œuvre de l'enduit de base armé. Différentes étapes surviennent. Tout d'abord, on va poser les profilés dans les angles par exemple. On veillera à assurer une jonction avec une distance de 2 à 3 mm entre les cornières rigides et on prévoira d'assurer une superposition suffisante des armatures. Enfin, on prévoira également des bandes de renfort dans les zones de concentration de contrainte, par exemple les angles de baie. Cette mesure vise à éviter les fissurations à partir des angles. On peut procéder ensuite à la pose de l'enduit proprement dit, qui peut être appliqué soit manuellement, soit par projection à la machine. On devra respecter l'épaisseur prescrite de mise en œuvre. Alors au niveau de la position de l'armature ne peut pas être trop proche des panneaux d'isolation. Elle doit se situer dans la moitié extérieure de la couche d'enduit de base. Les différentes bandes doivent se recouvrir d'environ 10 cm
et on prévoira lors du marouflage que l'armature sous-jacente soit plus en profondeur pour éviter les irrégularités de surface. Et alors, on doit réaliser un raccord correct avec le profilet de départ, ce qui peut être facilité avec les profilets de départ, par exemple en PVC, qui sont munis d'un treillis soudé. Au niveau de l'appareillage, on va distinguer d'une part l'aspect maçonnerie. Là, tous les appareillages de maçonnerie sont utilisables. Et les appareillages carrelage, donc soit avec des joints continus, soit avec des joints croisés. Alors en cas de joint continu dans les deux directions, on a l'avantage de limiter le risque d'altération dans le revêtement, en tout cas pour les revêtements supérieurs à 150 cm². Et les joints non continus, quant à eux, exigent un revêtement avec des écarts de planéité limités pour éviter des désaffleurements. On peut procéder ensuite à l'encollage du revêtement dur. Là, on va procéder à la technique du double encollage, c'est-à-dire que l'on va encoller tant le support de pose que la face de pose du revêtement dur, et on va les encoller de manière à assurer un encollage proche de 100%. On appelle cela la technique du floating buttering. Donc le floating sur le support, il s'agira d'une couche peignée de colle à l'aide d'un peigne adapté. Ensuite, le buttering de la face de pose du revêtement, il s'agira d'une couche plane ou peignée avec des sillons parallèles à ceux du support. On respectera les directives du fabricant pour le choix de l'une ou l'autre des possibilités. Il sera impératif de respecter le temps ouvert après l'application des couches de colle. On se limitera dès lors à des surfaces de maximum 1 à 2 mètres carrés. Et on peut poser le revêtement de façon homogène dans un mouvement de va-et-vient, tel que la colle située sur les côtés du revêtement dur reflue. On lissera finalement le long des arêtes pour évacuer ce reflux de colle. Finalement, on procède au jointoiement, soit jointoiement selon les techniques de maçonnerie, soit jointoiement selon les techniques des travaux de carrelage. Enfin, au niveau des joints, là où nécessaire au droit des raccords, on appliquera un mastic d'étanchéité de façade adapté, qui constituera donc un joint souple à hauteur des raccords. Et il aura été prévu des joints de mouvement. À hauteur des joints de mouvement dans la structure portante, ils sont répercutés dans les tics, aux endroits où des mouvements différentiels peuvent se produire, aux endroits où différents types de structures portantes sont en contact. On prévoira également des joints de répartition dans le revêtement dur, là où des concentrations de contraintes peuvent survenir, par exemple au droit des baies, et où des mouvements sont à prévoir, dans les angles du bâtiment, par exemple. On limitera donc les surfaces exécutées. Alors il faut absolument s'inspirer des recommandations du fabricant pour la conception et la réalisation de ces joints de mouvement. Alors les travaux devront permettre d'atteindre des critères de tolérance d'exécution sur les tics. Ici, vous voyez un tableau qui est issu du projet de notes d'information technique qui sera publié en 2021 au plus tard. Donc, dans ce tableau, on va retrouver d'une part les critères relatifs au support neuf, ce sont des critères normatifs issus de normes ou de notes d'information technique, donc pour les maçonneries, pour les structures en béton et pour les ossatures dotées de panneaux support. Ensuite, on retrouve les critères posés aux étiques finis. On va retrouver dans les revêtements durs les deux possibilités, l'aspect carrelage ou l'aspect maçonnerie. Donc pour l'aspect carrelage, nous nous sommes inspirés des critères de l'ANIT 227 carrelage Murau. Et pour les critères relatifs à l'aspect maçonnerie, on s'est inspiré des critères relatifs à la maçonnerie qui sont stipulés dans la récente NIT 271 sur l'exécution des maçonneries. Alors obtenir des critères stricts sur le revêtement dur va requérir
que des critères stricts soient posés aussi à la couche d'isolation ou à l'enduit de base renforcé. C'est ce qui est exprimé dans le tableau. Notons également que pour l'aspect carrelage, on peut faire choix d'une tolérance d'exécution normale ou spéciale. La tolérance d'exécution normale est celle par défaut, à défaut de stipulation dans le cahier spécial des charges. Ainsi, par exemple, pour la première ligne, la planéité globale sous la règle de 2 mètres, mais pour l'aspect maçonnerie, on va exiger un écart de planéité maximale de 8 mm. Pour l'aspect carrelage, en tolérance normale, on va exiger 5 mm et 3 mm en tolérance spéciale. Ce qui va engendrer l'exigence de critères sur la couche d'isolation ou de l'enduit de base de 5 mm pour la tolérance d'exécution normale et 3 mm pour la tolérance d'exécution spéciale du revêtement dur. Alors on a listé toute une série d'exigences relatives aux tolérances d'exécution. Donc il faut veiller à les respecter. On ne va pas rentrer ici dans le détail, mais vous pouvez les consulter. Alors en guise de conclusion, je voudrais vous signaler que nous avons publié 2 dossiers fin 2015. La première partie du dossier Ethics avec revêtement dur porte, elle, sur les performances des systèmes et la sélection des matériaux, alors que la seconde partie porte sur la mise en œuvre. Et à titre informatif, nous allons publier au plus tard en 2021 une note d'information technique sur le sujet. Je vous remercie de votre attention.